Le sénateur J.D. Vance pensait piéger Jasmine Crockett avec une attaque politique facile. Mais ce qu'il a reçu en retour, c'est une vérité cinglante, frontale, une vérité à laquelle il n'était pas préparé. La salle d'audition n'était ni bruyante ni calme, traversée par ce brouhaha discret qui s'élève lorsque les caméras tournent et que chaque mot prononcé peut devenir la une du lendemain. Officiellement, on parlait de réforme du logement fédéral. Officieusement, il était question de pouvoir, de territoire, de ligne de front. Quand la représentante Jasmine Crockett a ajusté son micro et s'est penchée en avant, elle savait très bien dans quel genre d'arène elle entrait. En face d'elle, le sénateur J.D. Vance, coiffure impeccable, cravate légèrement desserrée avec intention, arborait cette posture assurée propre aux politiciens qui se croient les plus intelligents de la salle. Il ne disait encore rien, mais l'observait, attendant une ouverture. Crockett ne lui en laissa pas. Pas tout de suite. Elle était prête. Elle n'avait pas seulement emporté un classeur rempli de statistiques, mais aussi des histoires. Des visages. Des noms. Des gens qui ne seraient jamais invités autour de cette table. Venue de Dallas la veille au soir, elle avait survolé des notes de politique sur le vol, esquivé le dîner du personnel. Tout cela n'avait plus d'importance. C'était le moment. Alors que le représentant Barry Granger, venu de l'Oregon, parlait de logements modulaires et de subventions à l'innovation, Vance s'agitait, se préparait. Mais ce n'était clairement pas pour ça qu'il était venu. Il lançait des regards répétés vers Crockett. Et dès que Granger termina, Vance leva la main pour demander la parole. « Madame la Présidente, j'aimerais poser une question à la représentante Crockett. » Et soudain, tous les regards convergèrent. Les caméras s'ajustèrent. Quelques collaborateurs tournèrent la tête. Vance garda un ton posé. « Vous avez plaidé pour une augmentation des fonds fédéraux pour améliorer les conditions de logement dans des villes comme Dallas, commença-t-il. Mais comment justifiez-vous cela, quand ces mêmes villes souffrent de violence, de mauvaise gestion chronique et de sans-abrisme persistant sous votre direction? Ne serait-ce pas juste subventionner l'échec? » L'attaque était mesurée, mais perfide. Les mots étaient choisis pour blesser, pour suggérer que ces communautés, souvent noires ou brunes, étaient incapables de se gouverner. Vance savait exactement ce qu'il faisait. Crockett, elle, ne bougea pas. Elle prit une gorgée d'eau, reposa la bouteille, sans esquisser le moindre sourire, sans hausser la voix. Sa main plana au-dessus du classeur et sa voix resta calme. « Sénateur, je vous remercie pour votre question. » Quelques regards se levèrent. Il y avait, dans son ton bas et posé, une intensité qu'on ne pouvait pas ignorer. Je représente un district où les gens cumulent 2 boulots et n'arrivent toujours pas à payer leur loyer. Où les écoles partagent leur toit avec les moisissures et les rats. Où des familles s'entassent à 4 dans une chambre, non pas par choix, mais par nécessité. Vous parlez de mauvaise gestion? Moi, je parle de désinvestissement. Elle fit une pause, non pour le théâtre, mais pour laisser ses mots retentir. La violence dont vous parlez? Elle n'est pas tombée du ciel. Elle est le fruit d'un système qui a fait passer des autoroutes à travers nos quartiers, nous a exclus des opportunités, et fait mine d'être surpris aujourd'hui des conséquences. Ces mots frappaient comme des coups de poing. Et puisque vous mentionnez l'argent fédéral, sachez que Dallas envoie chaque année des milliards au gouvernement. Nos gens paient des impôts. Nous ne quémandons pas. Nous réclamons notre part légitime. Vous voulez parler de responsabilité? Parlons de l'endroit où va réellement cet argent. Vance bougea légèrement, pas assez pour qu'on appelle ça de l'inconfort, mais assez pour qu'on le remarque. Crockett le vit. Et elle n'avait pas terminé. Le sénateur esquissa un rire sec, un brin nerveux, comme pour montrer qu'il gardait le contrôle. Il s'approcha légèrement, prêt à répliquer. Vous évoquez le redlining et les autoroutes, mais nous sommes en 2025. À quel moment les dirigeants locaux prennent-ils leur part de responsabilité? Ou va-t-on continuer à blâmer le passé au lieu de réparer le présent? Dans la salle, certains se redressèrent légèrement. Ce n'était pas choquant. C'était familier. Le genre de phrase qui arrache des applaudissements dans une salle acquise et provoque des silences ailleurs. Mais cette salle-là était différente. Et Crockett aussi. Vous voulez parler de responsabilité? Parfait. Elle ouvrit son classeur et sortit une feuille. Petit caractère, surlignage. Elle la tint bien en vue. Voici un rapport fédéral de 2023. Il montre que les États avec les taux de pauvreté les plus élevés sont majoritairement ruraux. Que l'accès à l'eau potable, aux soins, à un logement sûr, ce ne sont pas que des problèmes urbains. Cela touche l'Appalachie, le delta du Mississippi,
et des endroits comme Ross County, Ohio. Elle le regarda droit dans les yeux. « C'est votre état, non ?» Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. « Vous voulez parler de leadership ? Parfait. Pendant que vous critiquez les villes, vos propres électeurs vivent dans des mobil-homes infestés de moisissures, sans eau courante ni électricité stable. Et vous avez voté contre la loi qui aurait pu les aider. » Un silence tendu s'installa. Un collaborateur griffonna frénétiquement sur un bloc-notes. Vance ajusta son micro. « Avec tout le respect. » Commença-t-il. Mais Crockett l'interrompit, toujours calme, toujours ferme. « Quand vous remettez en cause la compétence des dirigeants en vous basant sur le code postal qu'ils servent, surtout quand ces codes postaux sont peuplés de personnes de couleur, vous ne proposez pas de solution. Vous fuyez votre propre bilan. » Ces mots étaient calmes, mais lourds. La salle se penchait maintenant vers elle. Sur Twitter, un extrait vidéo circulait déjà. Crockett ne vient pas jouer. Mais ce n'était pas une performance. C'était un plaidoyer. Pour Léona, de South Dallas, qui appelait chaque semaine son bureau pour faire avancer son dossier de logement social. Pour Carlos, un lycéen dormant dans le van de sa tante. Crockett sortit une photo d'un dossier. Une maison délabrée. Peinture écaillée, toit affaissé, bâche bleue tenue par des briques. Ce n'est pas à Dallas. C'est à Chillicothe, Ohio. Une femme nommée Terry Ivy. Elle a 61 ans. Son chauffage est tombé en panne il y a 2 hivers. Elle chauffe sa maison avec son four. Elle a dit à un journaliste, « Il parle toujours des grandes villes aux infos. Personne ne nous demande jamais rien, à nous. » Crockett regarda de nouveau Vance. Sa voix se fit plus grave. Terry et Léona ne sont pas des ennemis. Mais quand vous instrumentalisez ces auditions pour monter la ville contre la campagne, c'est ce que vous créez. Elle se réinstalla. Je ne suis pas là pour faire le show. Je suis là pour faire le travail. Et le tournant majeur de cette audition n'avait pas encore eu lieu. Un matin, nous sommes rentrés à la maison et toutes nos affaires étaient entassées sur le trottoir. Personne ne nous a prévenus. Pas de préavis. Pas d'aide. Je me souviens encore de la façon dont ma mère est restée debout, les clés à la main, sans comprendre comment nous en étions arrivés là. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste ramassé nos affaires, une par une. Et ce jour-là, j'ai compris ce que signifiait vraiment l'insécurité du logement. Elle marqua une pause, mais pas pour les faits. C'était une respiration, un instant nécessaire pour se recentrer. Dans la salle, on ne bougeait plus. On écoutait. C'est cette expérience qui m'a amené ici, dit-elle enfin. Ce n'est pas une ambition politique ou une stratégie de carrière. C'est cette mémoire, ce sentiment d'impuissance et de honte qu'aucun enfant ne devrait jamais ressentir. J.D. Vance croisait les bras, impassible, mais ses yeux trahissaient une hésitation. Jasmine Crockett n'avait pas élevé la voix une seule fois. Elle n'avait pas joué la carte du spectacle. Elle avait parlé avec la précision de quelqu'un qui a vécu chaque mot. « Alors non, sénateur Vance, conclut-elle, ce n'est pas de la nostalgie du passé quand je parle de racines systémiques. C'est la réalité. La mienne. Celle de millions d'autres. Si nous voulons vraiment changer les choses, il faut cesser de faire semblant que certains méritent plus d'aide que d'autres selon l'endroit où ils vivent ou la couleur de leur peau. » Elle ferma calmement son dossier. La salle était silencieuse. Pas d'applaudissements. Pas d'interruption. Juste le poids d'une vérité qui venait de s'abattre sur chaque personne présente. J.D. Vance ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'y avait plus rien à dire.